Sur les traces du vivant. Un podcast du Collège des Humanités de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Anne-Laure Ganac. Sur les traces. Sur les traces. Sur les traces du vivant. Qu'est-ce que le vivant? Où ça commence? Où ça finit? À quelle trace est-ce qu'on le reconnaît? Je poursuis mon enquête sur les traces du vivant. Aujourd'hui, je me rends au Beatball Lab à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Le Beatball Lab, du nom de la chercheuse responsable de cette unité. Il s'agit d'Anne-Florence Beatball, professeure assistante, chercheuse en biologie computationnelle. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui se passe réellement au Beatball Lab? Mon laboratoire travaille sur le vivant, mais de manière théorique, c'est-à-dire que nous effectuons des modélisations du vivant au moyen d'outils mathématiques et physiques, et nous étudions aussi des données biologiques pour comprendre comment ces données nous apprennent des choses justement sur le vivant. Et comment est-ce que vous, à partir de ce travail-là, vous définissez le vivant? La définition de vivant, c'est pas vraiment la chose sur laquelle je travaille, mais c'est forcément quelque chose qu'on utilise. Et donc en fait, il y a plusieurs aspects, je dirais, dans cette définition. La première, c'est qu'un être vivant, c'est un être qui maintient son état, un état qui est hors d'équilibre thermodynamique, mais qui le maintient de manière dynamique. Et ça, en fait, c'est une définition qui est très intéressante parce qu'elle permet de ne pas dépendre, par exemple, de la reproduction. Donc le fait qu'un être vivant puisse se reproduire, c'est quelque chose qui est très important aussi comme dans la définition et qui est utilisé souvent comme définition. Mais une cellule, par exemple, qui est dans un état, disons, où elle ne se divise pas, est quand même vivante et est différente d'une cellule morte. Et la différence entre une cellule vivante et une cellule morte, pour moi, c'est essentiellement le fait que la cellule vivante maintienne cet état. Par exemple, les concentrations d'ions à l'intérieur de la cellule et à l'extérieur sont différentes. Et c'est quelque chose qui est maintenu activement par des pompes d'ions. Et si on pense à un être vivant, par exemple, nous, on a une température qui est différente de la température de notre environnement. C'est aussi quelque chose qu'on maintient activement. Et pour ça, on a besoin de consommer de l'énergie, c'est-à-dire de la nourriture, de boire, de manger, etc. Et donc, grâce à ça, on maintient cet état qui est hors d'équilibre. Et en fait, j'ai fait une formation en physique au début, et donc cette partie de l'état hors d'équilibre, c'est quelque chose que je trouve très important dans la définition du vivant. Après, il y a d'autres aspects dans la définition qui sont importants. Je parlais de la reproduction tout à l'heure, et on peut aussi penser au matériel génétique. Donc, c'est quelque chose qui est commun à toutes les cellules vivantes, le matériel génétique basé sur l'ADN et sur l'ARN. Certaines définitions du vivant utilisent ça, le fait que les êtres vivants aient ce matériel génétique et qu'ils le transmettent à leur descendance. Cette transmission est aussi intéressante parce que elle peut donner lieu à des mutations, des changements, qui sont alors transmis aux générations suivantes. Et c'est grâce à ces mutations que les êtres vivants évoluent à une échelle de temps plus grande que le maintien de leur état. Et donc ça, c'est plutôt les échelles de temps différentes. Mais un caillou maintient son état aussi. Alors c'est vrai, tout à fait, vous avez raison, un caillou maintient son état, mais il maintient un état qui est à l'équilibre thermodynamique avec le reste de son environnement. Et la différence entre une cellule vivante et une cellule morte, ce serait ça pour moi, ce serait que la cellule vivante maintient ses concentrations qui sont hors d'équilibre, les différents éléments, les différents caractères physiques ne sont pas à l'équilibre, alors que le caillou est à l'équilibre. Il y a une autre chose aussi, c'est que la cellule peut se recréer, c'est-à-dire elle peut recréer les molécules qui la constituent, elle les crée à partir de molécules qu'elle a prises dans son environnement, par exemple la nourriture, etc., sont transformées pour former les protéines et l'ADN qui caractérisent cette cellule. Et le caillou, par contre, il fait pas ces transformations chimiques à l'intérieur de lui. Sur les traces. Et à quoi ça ressemble une modélisation du vivant? Est-ce que le vivant se laisse facilement modéliser, puisque vous parlez justement de ce travail d'adaptation permanent, enfin de modification même interne? Oui, alors en fait, c'est assez difficile de modéliser le vivant parce que c'est des systèmes qui sont extrêmement complexes. Toutes ces réactions qui maintiennent un état et qui permettent de transformer les molécules, c'est des réseaux de réactions couplées qui sont très compliqués à modéliser. Mais en général, on s'intéresse à certains aspects spécifiques. On veut modéliser un aspect donné, et donc on fait un modèle qui est minimal pour décrire cet aspect donné. Donc, en particulier, dans mon laboratoire, on étudie l'évolution de populations microbiennes. Et donc, en fait, on modélise le vivant de manière extrêmement simple pour cette partie-là, c'est-à-dire on modélise une cellule vivante, une bactérie par exemple, comme un être qui est capable de se diviser et de mourir,
et de muter au moment où ils se divisent. Et ces mutations donnent l'évolution et donnent des changements. Et par exemple, on aura 2 types, un type sauvage, normal, et un type mutant. Et on va se demander en combien de temps le type mutant va pouvoir prendre le dessus, quelle est la probabilité qu'il prenne le dessus ou que le type sauvage redevienne le type dominant. Et pour ça, on ignore vraiment tout le reste. Donc c'est une modélisation qui est très simplifiée, mais qui est suffisante à l'échelle à laquelle on veut décrire les choses. Donc pour l'évolution, ça suffit. Par exemple, ensuite, on peut se demander quel est l'impact de l'environnement. Par exemple, s'il y a des antibiotiques dans l'environnement, est-ce que ça va changer quelque chose pour la manière dont les mutations sont sélectionnées, les mutations de résistance aux antibiotiques, par exemple, vont être sélectionnées selon la concentration d'antibiotiques, etc. Mais donc, on n'a pas besoin de modéliser toutes les réactions de la cellule pour cela. Donc, en fait, on fait des modélisations adaptées aux questions qu'on pose, et on espère toujours que ça suffit pour répondre à la question qu'on pose. Et après, il faut tester ça avec des résultats expérimentaux. On étudie aussi des données biologiques, par exemple des données de séquençage, qui sont de plus en plus nombreuses, séquençage donc de l'ADN, et en particulier, on s'intéresse aux séquences de gènes qui codent pour des protéines, et on essaye de comprendre comment ces séquences nous apprennent des choses sur la fonction des protéines et sur leurs interactions. Et donc là, en fait, on étudie la séquence de protéines de manière isolée, avec d'autres séquences de protéines, mais pas en interaction avec toutes les autres protéines du réseau, etc. Et ça commence où alors pour vous, le vivant? C'est quoi la base minimale pour parler de vivant? L'unité du vivant, en pratique pour moi, c'est plutôt la cellule. La cellule vivante, donc c'est une entité qui est capable de se reproduire par elle-même et de maintenir son état. Elle est délimitée aussi par une membrane biologique, qui est une membrane lipidique et qui la sépare de l'extérieur. Et cette membrane, c'est aussi quelque chose que la cellule peut constituer, enfin elle peut reconstituer, elle peut reproduire les molécules qui constituent la membrane, et donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie de cette cellule, mais qui en même temps la délimite de l'extérieur. La cellule contient aussi le matériel génétique, donc je disais tout à l'heure qu'il est important pour définir le vivant. Donc pour moi, la cellule, elle correspond bien à tous ces critères que j'évoquais tout à l'heure. Par contre, si on pense à un virus, par exemple, le virus n'est pas tout à fait vivant au sens de cette définition, parce que le virus n'est pas capable de produire toutes les molécules qu'il constitue. Afin de produire ces molécules, il doit être un parasite d'une autre cellule. Et donc, du coup, ça viole un peu les critères que j'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, si un virus a une membrane, en général, il la prend à la cellule qui parasite. Le virus est un petit peu à la frontière du vivant, je dirais. Il a certaines caractéristiques du vivant et d'autres pas. Et donc, voilà, c'est ça qui le rend un peu particulier. En tous les cas, avec cette notion de vivant, vous ne faites aucun distinguo entre humain, non humain. Pour vous, tout se retrouve, tout se recoupe. Je travaille en effet, je vois le vivant comme quelque chose de vaste qui contient les bactéries, les animaux, les plantes, etc. Et en fait, c'est assez fascinant d'ailleurs de voir à quel point tous ces organismes ont des propriétés qu'on croit parfois réservées à des animaux complexes. Par exemple, les plantes sont capables de communiquer entre elles d'une certaine manière par des signaux chimiques. Elles sont capables de communiquer à une plante voisine, par exemple, qu'elles ont été attaquées par un parasite, afin que la plante voisine puisse se préparer à cette attaque. Les bactéries aussi, qui sont des cellules uniques et qui sont vraiment microscopiques, eh bien, elles sont capables, par exemple, de bouger dans leur environnement en fonction des concentrations de différentes molécules. Par exemple, si on leur met quelque chose qui est une sorte de nourriture pour elles vont être capables d'aller vers les régions de l'environnement où la concentration de nourriture est plus grande. Si on leur met un poison, elles vont être capables d'aller loin du poison, enfin, des choses comme ça. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très impressionnant de la part d'un être vivant qui n'a qu'une cellule et qui est si petit et si simple, en fait, qui soit capable de réagir à son environnement comme ça et de s'adapter aussi aux concentrations qu'il rencontre. Sur les traces. Vous dites, Anne-Florence Bilbol, que c'est fascinant, que c'est impressionnant. Quel effet, plus précisément encore, ce travail a sur vous, sur votre rapport au vivant? En fait, dans mon travail, donc, je regarde plus précisément l'évolution et les séquences de protéines. C'est vrai que sur ces séquences de protéines, c'est aussi fascinant parce qu'on découvre que, en fait, en regardant juste ces suites de lettres, parce que les protéines sont des polymères d'acides aminés, on peut voir ça comme des colliers de perles. Chaque acide aminé a une perle. Les perles ont des propriétés différentes. Elles ont donc on pourrait dire la couleur si c'est vraiment des perles, mais bon, dans ces cas-là, c'est des propriétés physico-chimiques.
Et ces protéines, en fait, ont des séquences qui sont très particulières. C'est pas des êtres vivants, les protéines, mais c'est des molécules qui sont des constituants essentiels du vivant et qui ont des rôles cruciaux dans nos cellules, par exemple des rôles de moteurs moléculaires ou d'enzymes, c'est-à-dire qui accélèrent des réactions chimiques. Et ces protéines, en fait, donc leurs séquences sont très particulières. Si on regarde des séquences de protéines aléatoires qu'on synthétise dans un laboratoire, donc on prend des perles au hasard, on fait le collier, on synthétise, on regarde ce que ça fait, en fait, ces protéines auront un comportement complètement différent des protéines qu'on trouve naturellement dans les êtres vivants. Par exemple, les protéines naturelles ont tendance à se replier pour former une structure bien définie, alors que les protéines qu'on ferait aléatoirement n'auraient pas cette tendance à se replier dans un état bien défini. Et ça, déjà, ça veut dire que ces molécules, qui sont pas des êtres vivants à proprement dit, sont déjà des molécules très particulières parce qu'elles ont été sélectionnées par la sélection naturelle pour assurer une fonction. Et afin d'assurer une fonction bien définie, il vaut mieux avoir une forme bien définie. Et donc, en fait, en regardant les séquences, on peut trouver des traces de cette sélection naturelle et essayer de mieux comprendre comment ces protéines ont évolué. Donc, en fait, vous demandiez les traces que ça laisse sur moi. Et donc, je dirais que pour moi, c'est une sorte de surprise dans une certaine mesure de toujours voir à quel point le vivant a pu façonner ces molécules, hein, et à quel point elles sont différentes des autres molécules. Encore une fois, comme j'ai une formation en physique, c'est vrai que pour moi, c'est un peu ça ce que je trouve extrêmement fascinant dans le vivant, c'est ces différences avec les autres choses qui ne sont pas vivantes. Donc là, on a déjà abordé la notion de traces, hein, vous l'avez amené sur la table. Quelles sont, vous, les traces qui vous intéressent tout particulièrement dans votre travail ? Donc là, je parlais de ces molécules qui sont des protéines et qui dont les séquences, c'est-à-dire la composition chimique, hein, contient des traces de la sélection pour la fonction, c'est-à-dire qu'elles ont été sélectionnées pour avoir cette fonction, et on peut trouver des signatures qui sont par exemple des corrélations entre l'utilisation des acides aminés à 2 sites différents. Si 2 sites de la protéine sont en contact dans la structure tridimensionnelle, alors ces 2 sites vont avoir des propriétés physico-chimiques qui sont complémentaires. Et à cause de ça, au cours de l'évolution, si jamais il y a une mutation qui touche l'un de ces 2 sites, eh bien, ça va potentiellement rendre la structure moins stable, et donc une mutation complémentaire pourra la restabiliser. À cause de ça, dans les protéines qui sont trouvées chez les êtres vivants et qui ont la même fonction, on trouve plusieurs variantes qui viennent des mutations, mais ces variantes maintiennent cette corrélation et cette complémentarité physico-chimique sur les sites qui sont en contact. Donc en fait, en regardant les séquences, on peut comprendre la structure des protéines et aussi leurs interactions, parce que cette complémentarité aura aussi lieu avec les partenaires d'interaction. Et donc, ces traces qu'on peut observer, c'est des traces donc de la sélection pour les contraintes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a aussi d'autres traces, qui sont des traces de l'évolution, du fait que les protéines sont apparentées et viennent de protéines ancestrales. Et ça veut dire que quand on regarde simplement ces corrélations entre les acides aminés, donc est-ce que l'utilisation des acides aminés à une colonne va dépendre de l'autre, à un site va dépendre d'un autre site, il est très difficile de savoir si ces corrélations sont dues à une sélection pour la fonction ou juste à l'histoire, à une trace de l'histoire du fait que cette protéine ressemble à une autre protéine parce que leur ancêtre n'est pas si loin que ça et a existé il n'y a pas très longtemps. Donc en fait, une partie de mon travail, c'est essayer de séparer ces traces de la fonction, de la sélection pour la fonction, et ces traces de l'histoire. Et de comprendre, en fait, si on veut regarder ça à une plus grande échelle, essayer de comprendre dans quelle mesure les séquences qu'on observe sont façonnées par la sélection et par l'histoire. Est-ce qu'on peut séparer les deux et est-ce qu'on peut essayer d'extraire la fonction ? Sur les traces. Quelles traces, Anne-Florence Bitbol, aimeriez-vous que votre travail laisse sur notre connaissance du vivant ? Cette question est assez difficile parce que c'est assez ambitieux, en fait. Mais disons, les contributions pour l'instant que j'espère laisser, c'est des contributions par exemple à la prédiction des interactions entre protéines à partir de séquences et montrer comment on peut donner un sens en fait à toutes ces données de séquençage qui sont accumulées en ce moment de manière assez extraordinaire, hein, parce que le séquençage a vraiment explosé, la croissance de séquences de protéines au cours du temps est exponentielle. Et donc, comment on peut exploiter ces données et leur donner un sens. D'autre part, sur l'évolution des populations microbiennes, ce que j'aimerais montrer, c'est qu'avec des modèles simples d'évolution, on peut prédire, dans une certaine mesure, l'évolution. En fait, trouver à quel point on peut la prédire,
et à quel point l'environnement, les variations temporelles de l'environnement, par exemple des variations de concentration d'antibiotiques, peuvent avoir un impact sur l'évolution des bactéries et l'évolution par exemple de la résistance aux antibiotiques. Ou comment la structure spatiale d'une population impacte son évolution. Par exemple dans l'intestin, on a des bactéries qui jouent un rôle important dans la santé, mais ces bactéries en fait ont une évolution particulière à cause du fait que l'intestin a une structure spatiale particulière avec des gradients de concentration de nourriture, etc. Voilà, une partie du travail que je fais a pour but de montrer l'impact de cette structure spatiale sur l'évolution des bactéries et en quoi les bactéries de l'intestin donc évoluent différemment de bactéries qui seraient dans un bécher bien mélangé en laboratoire. Parmi vos lectures, Anne-Florence Bitbol, quelles sont celles qui vous aident le plus à affiner encore votre définition du vivant? Comme justement je parlais des plantes tout à l'heure. Donc ça en fait ça vient d'un livre que j'avais lu sur la manière dont les plantes communiquent. C'est pas du tout mon sujet de travail mais j'avais trouvé ça extrêmement intéressant. Sur la définition du vivant, il y a aussi en tant que physicienne Schrödinger qui a écrit Qu'est-ce que la vie? Et ça c'est aussi quelque chose qui m'avait beaucoup intéressée, comment en fait un physicien peut essayer d'appréhender le vivant et de faire des hypothèses. À l'époque c'était des hypothèses puisque la structure de l'ADN n'était pas encore connue, des hypothèses sur la manière dont le matériel génétique serait transmis, et en disant que c'était un cristal apériodique, donc il y avait un peu vu comment l'ADN se comporterait. Et au-delà de ça, c'est vrai que oui, j'aime bien lire des livres qui sont liés à la science et qui m'informent sur le vivant de manière plus générale. Aussi parce que j'ai pas étudié la biologie à l'université, donc du coup c'est vrai qu'une partie de mes connaissances en biologie vient clairement de livres et aussi d'articles scientifiques que je lis au fur et à mesure de mes recherches. Vers qui est-ce que vous seriez curieuse de vous tourner pour compléter votre connaissance du vivant? Alors je dirais la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que dans mon laboratoire, on travaille de manière théorique et numérique. Donc, quelque chose dont on a besoin, c'est de se tourner vers des données expérimentales. Donc, les données de séquençage de protéines sont des données expérimentales, mais on a aussi besoin de comparer nos prédictions théoriques à des mesures expérimentales, par exemple sur les populations de bactéries, regarder en pratique comment les bactéries évoluent en laboratoire, dans des expériences d'évolution. Et donc, en fait, la première chose pour nous dont on a besoin en tant que théoricien, c'est se confronter à l'expérience, en collaborant avec des expérimentateurs ou en regardant des données biologiques. Et ensuite, de manière plus générale, je dirais toutes les interactions sont intéressantes. Mais ça, c'est vraiment la première dont on a besoin. Sur les traces. Merci beaucoup Anne-Florence Bitbol. Merci à vous.